Bonsoir tout le monde. Ravi d'accueillir ce premier webinaire de Intergel de 2024. Le thème de ce soir porte sur les acteurs économiques et les entreprises. Donc, comment au niveau des GL, on s'adresse à ce public-là. Donc, le programme de ce soir, ouais. On a une première intervention du GL Languedoc-Roussillon avec Nathalie et Sandrine qui nous présentent leur groupe de travail entreprise. Après, on a le GL Charente-Maritime avec Laurent qui présente leur dispositif de comité anti-CO2 qu'ils ont mis en place. Ensuite, on a Ludovic qui est un conférencier TTS de Bordeaux qui donnera son expérience sur les conférences entreprises et COMEX. Et enfin, on finira par le témoignage d'une agence de développement économique de Nancy avec Loïc qui nous présentera ce qu'il fait au sein de cette agence. Et on prévoit un quart d'heure à la fin pour des discussions un peu plus libres et on finira à 21h45. Donc si c'est votre premier webinaire, l'objectif c'est d'échanger les bonnes pratiques sur tous les sujets qui intéressent les groupes locaux. Voilà, pour se nourrir de ce qui est fait dans les autres groupes locaux. Faciliter les liens entre les groupes locaux, donc c'est aussi l'occasion de créer des liens, monter des initiatives ensemble si pertinent. C'est rare qu'on puisse être aussi nombreux au même endroit. Et le troisième objectif, c'est de diffuser ponctuellement des nouvelles initiatives qui peuvent se passer autre part dans l'association qui intéresse les groupes locaux. Donc on fait ces webinaires toutes les 5 à 6 semaines et ça dure entre 1h30 et 2 heures. À chaque fois, on enregistre ces webinaires et on envoie les slides et les replays par mail ensuite et sur Discord. Et vous pouvez retrouver tous les anciens webinaires avec les présentations sur le site Initiative en cherchant un webinaire InterGL. Il y a tout dessus. Voilà, ça c'est la liste des anciens webinaires. Je ne vais pas faire la liste, mais vous pouvez les retrouver dans les slides après. Et les thèmes en attente, c'est notamment la communication, comment rencontrer les élus. Donc ça sera les thèmes des 2 prochains webinaires, avec la communication en mars, sûrement le 11, date à confirmer, et rencontrer les élus en avril. Et en juin, on aura normalement un webinaire avec les cercles thématiques pour qu'ils présentent un peu leurs actions et comment on peut collaborer entre groupes locaux et cercles thématiques. Voilà, donc pour introduire le thème de ce soir, donc on va parler donc des entreprises, des acteurs économiques. Donc l'objectif en fait, c'est de donner des outils aux groupes locaux pour aller vers le monde économique. On fait aller vers les élus, on a beaucoup d'outils pour les collectivités, mais pour les entreprises, ça peut être différent puisqu'on est dans un monde où la rentabilité, les finances prédominent. On n'est pas du tout dans le même monde que les collectivités et les élus. Donc les items de ce soir, c'est en fait comment s'adresser aux acteurs économiques, aux entreprises, quelle stratégie d'approche, quels sont les messages qu'on peut porter et quel réseau en fait on peut utiliser avec quels outils. Voilà, donc c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'étagère, qu'est-ce qu'on peut aller apporter. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer maintenant sur la première présentation de Nathalie. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, Très bien. très bien. Ok. Alors, Oui, alors on a juste préparé quelques slides et par avant, je m'excuse de la voix un petit peu caverneuse que j'ai. Mais voilà, j'ai un gros rhume voilà, qui n'arrive pas à partir. Donc, j'espère que vous me comprendrez bien, même si je mâche mes mots. On a voulu faire quelques slides juste pour faire un support à la discussion, mais de façon très humble. Voilà, on avait envie de vous partager les différentes
voilà, de façon très humble, on voulait vous partager les différentes choses qu'on a essayé de mettre en place et ça commence par effectivement le contexte, par où on est arrivé, ensuite la réflexion qu'on a eue autour de quelle est justement la mission de ce groupe et notre positionnement vis-à-vis des entreprises, sachant que nous sommes une association, voilà, donc pas aller vers les entreprises sur des choses qui sont rémunérées. Et puis aussi, on a un axe très décarbonation et transition énergétique. Voilà, donc vraiment le périmètre, on s'est posé ces questions-là. Ensuite, on voulait vous partager quelques actions menées dans le passé et puis surtout le plan d'action 2024 afin que voilà, on puisse ensuite fertiliser tout ça avec vous pour éventuellement aller plus loin. Donc au niveau du contexte, alors ça va aller très vite. Au départ, on était... oui, tu peux rester sur celle-ci, il n'y a pas grand-chose de marqué, mais je vais développer un peu plus. On était, il n'y avait pas de groupe entreprise en fait au sein du Languedoc-Roussillon. On était plutôt, quand il y avait quelque chose qui tombait en lien avec les entreprises, c'était plutôt sur le groupe collectivité que c'était amené au départ. Et effectivement, au mois de mai, je crois, l'année dernière, il y a eu une demande de la French Tech pour travailler sur une note d'intention qui serait utilisée en introduction de l'annuaire de l'Impact France. Et du coup, on a commencé voilà, à avoir cette réflexion et se dire que ce serait bien de créer un groupe tout particulier à ce niveau-là. Donc, il a commencé en fait à fin de l'année dernière, mai-juin, mais la vraie création, ça a été en septembre. Et depuis, nous avons une vingtaine de membres qui rejoignent ce groupe. On fait des webinaires mensuels, comme les autres groupes d'ailleurs. On essaie d'avoir une régularité dans les interactions. Et au sein de ce groupe, il y a plusieurs projets que je vais ensuite détailler. Mais une des premières choses, si tu passes à la slide suivante, parfait, ça a été de se poser la question de savoir c'était quoi notre raison d'être en fait et qu'est-ce qu'on pouvait apporter, nous, shifters, aux entreprises. Donc voilà, on a détaillé tout ça dans une fiche. Là, c'est juste les différentes parties, mais vous avez le lien, et puis sinon, je pourrais vous l'envoyer, le lien à notre fiche mission. Le constat, c'était vraiment de s'adapter ou périr. On a pris en compte le fait que face à la crise énergétique et inflationniste et face à la déstabilisation des services écosystémiques rendus par la nature, les entreprises du territoire, elles doivent anticiper et s'adapter pour sécuriser leur avenir, mais que ça ne va pas assez vite et souvent les entreprises ne savent pas par où commencer. Surtout sur notre territoire, c'est beaucoup de PME qui sont du coup un peu plus dans le brouillard par rapport à ça. On a défini aussi nos valeurs, qu'est-ce qui était important au sein de des valeurs de ce groupe, une notion de pragmatisme, on cherche avant tout à toucher le maximum d'entreprises en focalisant nos démarches vers des groupements d'entreprises et éviter d'aller faire du cas par cas. On est focalisé en tant que shifter, on porte des messages du Shift Project et on se focalise sur les enjeux climatiques liés à la décarbonation de l'entreprise. On veut être synthétique, c'est-à-dire qu'on parle le langage de l'entreprise et des dirigeants et on essaye d'avoir des interventions courtes et percutantes. Et enfin, oui, efficace, puisque notre temps à tous est précieux et on respecte aussi celui des autres. Donc, ça, c'était plus pour cadrer un peu nos réunions mensuelles. On vient à la mensuelle préparée. Il y a un ordre du jour, etc. et des actions à mener après.
Ensuite, non, reste s'il te plaît, pour justement la fiche mission. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on est, enfin, c'est quoi notre mission déjà, qu'est-ce quoi notre mission? Clairement, on veut comment dire, faire un électrochoc. Nous voulons faire shifter les entreprises, les salariés et leurs dirigeants. On a défini ces deux cibles pour leur donner envie d'aller pragmatiquement vers une décarbonation de leurs activités. Et on a défini une stratégie. Comment on va faire ça? Il y a 3 pôles principaux. Ça va être de sensibiliser les dirigeants et leurs équipes au changement climatique en s'appuyant sur le plan de transformation de l'économie française et les conférences Shifter sur les enjeux énergie-climat. Mais on veut aussi faciliter la mise en mouvement de l'action des entreprises. Donc, sans aller trop loin, pour ne pas, encore une fois, aller grappiller sur les plates-bandes des consultants, par exemple, ou des agents spécialisés, mais on veut initier une démarche en interne, par exemple en constituant des ambassadeurs du changement, en s'appuyant sur un kit d'information, etc., opérationnel, qui puisse, juste initier le mouvement. Et ensuite, on aimerait aussi valoriser les bonnes pratiques auprès de notre communauté sur nos réseaux. Ça, c'est aussi un win-win. C'est à la fois, on trouve des bonnes pratiques. Si on les communique, nous, ça nous fait connaître en tant que shifter sur notre territoire, et puis ça inspire les autres aussi. Voilà, donc on a défini ce qu'on était, ce qu'on nous ne sommes pas. Encore une fois, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des commerçants, des consultants, on n'est pas des experts en transition, mais on est des citoyens engagés, des bénévoles éduqués et des acteurs concernés. Et on a défini au sein aussi de cette fiche mission les rôles et les profils de chacun avec 2 référents. Ça, c'est une règle qu'on s'est un peu fixée sur le Languedoc-Roussillon pour avoir une continuité dans l'action, parce qu'on n'a pas tous... Enfin, on peut avoir des moments où on est plus ou moins engagé aussi dans l'action, donc c'est important qu'il y ait un relais. On a appelé les référents permanents et les agiles missionnaires. Donc voilà, on a essayé de définir un petit peu tout ça pour que quand on a une nouvelle personne à intégrer dans notre groupe, eh bien, ce soit facile pour eux de tout de suite prendre le chemin en route. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la prochaine. Bien sûr, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Donc, par les actions passées, donc il y a eu la création. Alors, Sandrine n'arrive définitivement pas à se connecter, mais je vais parler pour elle du coup. Il y a eu par le passé des petits déjeuners organisés en partenariat avec la Caisse d'épargne et certains de leurs clients, où a été déroulée une présentation synthétique qui reprend un petit peu l'urgence et les notions clés, et justement amène à ce désir de changement et ces premiers pas que l'on peut initier avec eux. Ensuite, il y a eu aussi une soirée à l'Uni Business School, Sciences Po et SEC. Il y a eu une intervention aussi à la table ronde du MEDEF. Et puis, actuellement, il y a une discussion avec les organismes OPCO afin de former les conseillers pour justement les amener à proposer des formations sensibilisation au changement climatique. Sur la slide suivante, on a, avant de définir notre plan d'action 2024, on a aussi
profiter, j'ai le mot, profiter d'une des mensuelles générales hein, du groupe pour faire travailler voilà, en atelier collaboratif et l'intelligence collective et un petit peu voilà, réfléchir à qu'est-ce qui est important, comment engager justement les managers et les salariés. Et voilà, ça c'était le résultat de cette la synthèse en fait de ce moment de co-création. Donc l'idée c'était voilà de créer du contenu de qualité parce qu'on n'avait pas forcément des présentations toutes prêtes hein, du shift ou même du domaine foin qui était vraiment ciblé entreprise. Donc il y avait un petit travail à ce niveau-là. Créer des espaces de partage pour leur donner offrir aussi un mouvement convivial et enrichissant, et ça on le verra après comment ça a été décliné dans notre plan d'action 2024. Et puis aussi créer des kits pour équiper les shifters salariés, parce qu'on se dit aussi quand on est salarié et shifter, comment on peut au sein de notre propre entreprise faire bouger les choses. Si tu passes à la slide suivante, du coup, on va passer au plan d'action 2024. Donc là, il y a déjà 2 soirées qui sont planifiées en mars et en avril. Une soirée à destination des salariés d'entreprise et une plutôt à destination des dirigeants d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est pas que nous, on présente quelque chose, hein, mais c'est plutôt que avec des partenaires, on fasse une table ronde où on amène des gens, des personnes inspirantes qui vont ensuite voilà, permettre de toucher ces sujets et puis de créer un débat. Voilà. Ensuite, un autre projet sur lequel on travaille, c'est sur on a été appelé là pour le coup par la nouvelle agence de développement et des transitions qui a été lancée il y a quelques semaines et qui est comment dire c'est pas une agence purement de développement de Montpellier et sa métropole, c'est sur un spectre, une zone un peu plus large parce que c'est tout le bassin de vie. Donc toute la partie est en fait de l'Occitanie. Et ils nous ont demandé de réfléchir à quel pourrait être un parcours de sensibilisation et de formation que les shifters pourraient amener à cette agence. Et l'agence, bien sûr, elle a 2 cibles. Elle a à la fois les comment dire les élus et les municipalités et les entreprises du territoire. Et voilà, donc on a défini, c'est en cours de définition, hein, donc c'est pas du tout finalisé. Et je vois qu'il y avait une question. Alors attendez, je ne comprends pas bien la teneur des soirées. Alors, oui, la teneur des soirées, alors c'est dommage que Sandrine ne soit pas là. Je propose qu'on termine l'exposé parce que un quart d'heure Ah oui, d'exposé et 5 minutes de questions pour qu'on tienne à peu près les délais, Nathalie. D'accord? bon, d'accord. Et puis je répondrai après. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, pour l'instant, 5 axes, hein, contribution à l'écriture de la feuille de route, collaboration. On essaie de voir aussi avec le Shift Project pour justement utiliser ce relais de l'agence de développement et des transitions sur le territoire pour voilà, éventuellement faire des études, etc. Sensibiliser les entreprises à travers les soirées qu'on va proposer, et donc l'agence va pouvoir faire un relais de communication là-dessus. Et ensuite, voilà, voir comment on peut aller plus loin sur ces sujets et être vraiment les experts climat pour proposer ponctuellement des interventions. Sur la slide suivante, c'était quoi déjà? Je me souviens plus. Oui, aller plus loin. Donc c'est vrai que c'est super qu'on ait
une discussion intergéelle sur ce sujet-là pour justement s'inspirer les uns les autres, éventuellement développer des outils communs. Peut-être aussi avoir un relais au national. Et enfin, il y avait peut-être deux limites qu'on voulait mettre sur la table, c'est que tout commence par le nombre de volontaires actifs que l'on va pouvoir mobiliser avec ce groupe. Aujourd'hui, je vous dis, on a à peu près 20 dans le groupe, mais un peu moins actifs. Donc voilà, ça limite aussi notre capacité à organiser des choses. Et enfin, la deuxième limite, c'est vraiment cette frontière qu'il y a entre l'accompagnement d'une entreprise de façon volontaire et puis ne pas non plus se laisser manger et faire le boulot qu'autrement une entreprise aurait engagé quelqu'un pour le faire. Voilà, on ne veut pas non plus faire à la place et empêcher l'emploi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. On prend les questions. Alors, peut-être reprendre la question qui a été posée sur les soirées, si tu as de l'information. Ouais. Est-ce que Sandrine est arrivée ou pas? Non. Alors, attendez. Je vais prendre un peu plus de doc. Peut-être qu'il y a une autre question en attendant que tu trouves le. Ouais. Je ne sais pas. Donc, le message, moi, je vais poser une question peut-être. Alors, donc, l'idée, c'est de diffuser les idées du Chiffre Project, du PTEF, en particulier. C'est-à-dire, oui, ça, plus effectivement, ce qui nous a paru évident, c'était que nous, notre rôle en tant que shifter, il n'est pas d'avoir une approche trop, comment dire, globale, RSE ou quoi que ce soit, parce qu'on vraiment la raison d'être des shifters, c'est autour de la décarbonation. Et donc voilà, il fallait cadrer aussi l'action. Oui. Voilà. Alors pour revenir sur la soirée salariée, la soirée salariée, donc c'était inviter des salariés plus des élus des CSE dans leurs entreprises et organiser des pitchs de salariés sur les actions mises en place en mode inspiration. D'accord? Et voilà. Et autour du sujet, comment mettre son entreprise en mouvement. Pour la soirée dirigeant, là, l'idée, c'est de faire ça avec les partenaires, le CJD, la CPME et éventuellement le MEDEF, des réseaux aussi montpelliérains qui accompagnent les entreprises. C'est une soirée donc sous bannière Shifter, mais avec les partenaires. Et le sujet, ce sera autour de la sobriété. Montrer comment comment cela peut être une première démarche de décarbonation. Salut tout le monde, j'ai réussi à me connecter, ça y est. Super, t'arrives bien justement. Désolée. Et il voulait en savoir plus sur les soirées à venir, salariés et notamment dirigeants. Ouais, dirigeants, ouais. L'idée effectivement de la soirée dirigeant, c'est de donner envie de démarrer quelque chose en termes d'action. Ouais, c'est ça. On est parti du principe que il fallait ne plus expliquer en fait le dérèglement climatique ou pas vraiment. Et il fallait surtout donner envie, montrer qu'il y avait des opportunités et donner envie aux gens de démarrer une démarche. Voilà, c'est vraiment ça le but de cette soirée pour les dirigeants. Et donc, on va commencer par le premier axe qui est le plus simple, la sobriété, qui nécessite pour une entreprise de ne pas forcément rentrer dans une véritable démarche de stratégie bas carbone et ainsi de suite, et qui constitue voilà, cette première étape avant d'aller plus loin. Voilà, j'en dis pas plus, je sais que Nathalie t'a dû expliquer correctement toute la problématique. On est en train de regarder les questions. Quelqu'un avait levé la main, je ne sais pas s'il veut intervenir directement.
Moi, je regarde pas trop les questions dans le chat, hein, je peux pas. J'en vois une là sur le chat par rapport à la CEC. La CEC, on n'a pas, ça n'existe pas sur notre territoire, donc on collabore pas avec eux. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, ça n'a pas été lancé, ça a été repoussé. Voilà. Ouais, ça n'a pas fonctionné en Languedoc-Roussillon, ouais, la CEC. Ouais. Il y a Ils ont- l'équivalent, c'est le leader Occitanie qui fait un accélérateur RSE. Mais voilà, c'est donc pas de. Alors, une autre question peut-être, ou on basculerait sur... c'est très... Edgar Basset de Montluçon, là. Oui, Ce que j'ai pas très bien compris, donc en gros, c'est quand même inciter les entreprises à effectivement penser à leur décarbonation, mais concrètement, une fois ils ont dit, bah, effectivement, ça nous intéresse, est-ce que vous allez plus loin dans la démarche en termes, sans devenir forcément un bureau d'études, mais dans leur démarche, est-ce que vous faites un bilan de où ils en sont, de ce qu'ils font déjà, de comment ça se passe? Non, vraiment, je pense que ça, c'est vraiment outrepasser notre. Enfin voilà, si on veut faire un gap analysis, si on veut faire un audit de ce qu'ils font, là, c'est un travail qui, pour le coup, doit être rémunéré. Enfin, je suis désolée hein, de parler comme ça, mais nous, en tout cas, on a eu ces discussions et on a tranché que ça ne pouvait pas rentrer dans le cadre des shifters. Voilà. oui. Il y a une question sur les supports, sur les présentations, les slides. Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Est-ce que vous avez des supports quand vous faites des présentations, quand vous faites des interventions, en fait, vous avez Ah oui, des choses? on peut partager. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? On peut partager tout à fait à la fois la fiche de mission la présentation qu'on Oui, a. oui, on a une présentation type Qui- qu'on a effectivement sur notre drive qu'on peut partager. Après, on la module selon les interlocuteurs qu'on a en face de nous et selon les demandes qu'on a en face de nous. C'est vraiment une présentation zéro, en fait, et après, on l'adapte un peu par rapport à ce que chaque personne en face de nous va nous dire. Voilà. Très bien. Donc, on vous Euh, enverra ça après. oui, on pourra l'envoyer avec les liens de replay. On pourra envoyer ça avec le compte rendu. Alors, une dernière question peut-être, c'est... Ouais, oui, encore Edgar Basset, excusez-moi, de Montluçon. Est-ce que globalement, sur une région, on peut définir les entreprises qui auraient le plus besoin de se lancer dans la décarbonation et du coup, est-ce que vous ciblez plutôt ces entreprises-là ou est-ce que c'est un peu en fonction des connaissances qu'on a, là où on travaille, etc. Disons que pour cibler, nous, en fait, on préfère, encore une fois, on ne veut pas faire du cas par cas, donc on préfère passer par des groupements d'entreprises qui vont relayer notre message et voilà, et nous, sinon, on va s'épuiser hein, s'il faut aller, voilà. Donc non, pas forcément ciblé, mais après, il y aura peut-être notamment avec le projet de l'Agence de développement et des transitions, dans le parcours qu'on a imaginé, il y aura des thèmes, des thématiques, des petits déjeuners thématiques. Et là, du coup, ça sera une forme de ciblage, notamment au niveau de l'activité de l'entreprise. Voilà. Ouais. Et pour compléter les infos de Nathalie, on travaille aussi par opportunité en fait, hein, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, mais qui viennent nous voir, donc du coup on travaille un peu par opportunité. Et a priori, on travaille aussi quand même plutôt sur des entreprises de des entreprises de petite dimension. En Languedoc-Roussillon, quand même, il y a une majorité, ou en tout cas là dans le bassin de Montpellier, il y a quand même une majorité d'entreprises qui ne sont pas des grosses sociétés et qui n'ont pas de services qui vont traiter de ces problèmes-là. Donc, c'est de manière assez naturelle, c'est ceux-là vers lesquels on s'oriente parce qu'ils sont en demande, parce qu'en fait, ils savent pas comment faire. Quoi, en fait. Donc, c'est Voilà. des entreprises de moins de 100 salariés, pour être précis. C'est combien de... Oh oui, Oui, c'est plutôt des oh petites, oui. oui. Des Ouais, TPE, ouais, hein. C'est même pas des ouais, ouais, PME, c'est des TPE. Donc, ce qu'on a bien ouais, c'est compris, ça. c'est que vous On appuyez est, sur le CJD, vous appuyez sur des réseaux d'entreprises de CJD, MEDEF, CGPME.
C'est ça votre stratégie, en fait, de passer par ces réseaux, plutôt que d'aller Oui, voir oui, plus l'agence, plus l'agence. l'agence de quoi? Alors, agence de développement économique, c'est ça? L'agence de développement et des transitions qui est D'accord, une version bêta, je pense, d'accord. Ben, c'est un peu le cas de l'agence qu'on va avoir tout à l'heure qui va témoigner. C'est une Oui, agence c'est de ça. transition. Ouais, l'agence des transitions à Montpellier, c'est une agence de développement économique, mais à l'échelle de plusieurs métropoles et de plusieurs communes, en fait. D'accord. Très bien. Moi, je vous propose qu'on arrête là. Alors, et on pourra reprendre des questions après, hein. On pourra faire un débat plus large à la fin même, hein. Alors, je propose, mais merci beaucoup Nathalie et Sandrine, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de questions derrière ça. Je pense que ça va susciter des échanges. Alors, ce serait Laurent, tu as réussi à nous rejoindre, hein, je crois, Laurent. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai eu du mal à me connecter. Merci à Paul et à Amandine d'organiser ces moments d'échange. C'est cool, c'est sympa. Alors, j'ai promis de faire court pour essayer de vous laisser le maximum de temps aux questions. Donc, j'ai cru comprendre que le thème de la soirée, c'était l'entreprise. Donc nous, à La Rochelle, 99% de notre action est concentrée sur les entreprises. On ne fait pas, pour le faire noir-blanc, ni de collectivité locale, ni de lycée, ni de grand public. On laisse ça à d'autres qui le font très bien. Et on attaque les entreprises par tout en haut, par le dirigeant, en lui proposant de réunir son comité de direction et de faire une action de sensibilisation. Et nous, on s'appuie exclusivement sur les liaisons dangereuses. Une fois qu'on a fait la sensibilisation du comité de direction, on demande s'ils sont intéressés pour qu'on fasse la même opération de sensibilisation auprès de l'ensemble des salariés. Donc aujourd'hui, on a 95% de transformation derrière avec les salariés. Donc après-demain, on va passer en revue une boîte de 220 personnes. Et on va le faire en 4 sessions et on va voir tous les collaborateurs pour créer un socle commun de connaissances, énergie, climat. Et surtout, et c'est ça dont je vais vous parler, leur donner envie de passer à l'acte. Et donc, on a développé un deuxième outil qui n'est pas labellisé shifter délibérément, mais le CA est tout à fait au courant de ce que l'on fait. Grégoire Carpentier, j'échange régulièrement avec lui, justement pour les questions de rémunération et de nous laisser cette possibilité-là de le faire, puisque on a aussi le sujet évidemment à traiter. Donc, nous, ce qui nous motive, c'est le passage à l'acte. Et on va proposer aux entreprises, aux collaborateurs, cet outil-là. Alors, je ne sais plus ce que j'ai envoyé. Donc, vas-y, passe peut-être le prochain sujet. Oui, voilà. Donc, ça, c'est vas-y, passe, parce que ça, c'est peut-être pas le plus important. Ça aussi, tu peux passer. Je t'ai renvoyé un lien. Vas-y, passe, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. On va passer plus vite. Non, non, oh là là, tu as toute la présentation. Avance, 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 avance. Ça, ce que vous voyez, c'est l'outil de... Voilà, alors attention. Voilà. Vas-y, encore une fois. Encore. Voilà. Là, vas-y, vas-y, vas-y. Stop. Donc, on leur propose de créer au sein de leur organisation un comité anti-CO2. Un comité anti-CO2 va réunir un membre de la direction. Ça ne marche que si la direction donne son aval. Il va y avoir dans ce comité des employés, des managers,
des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, pas que des climato-sceptiques et pas que des Khmer verts. Donc, sur une entreprise d'une trentaine de collaborateurs, on aura 4-5 collaborateurs, y compris un membre de la direction. Et nous, on accompagne, vas-y, tu peux cliquer. Nous, ouais, non, tu es allé un peu trop vite. Voilà. Et nous, on accompagne le comité anti-CO2. C'est une entité donc qui se crée au sein de l'organisation. Alors, ce comité anti-CO2, vas-y, il va accueillir tous les mois un collaborateur de l'entreprise qui va proposer une action anti-CO2, dont je vous présenterai dans un instant les tenants et les aboutissants. Donc, tous les mois, il y a un collaborateur qui va proposer une action à ce comité. Ce comité va l'évaluer pour voir si elle est conforme au cahier des charges. Et si cette action est conforme au cahier des charges, le pilote de ce projet va le diffuser auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc, tous les mois, on a une action ou un projet décarbonant qui va percoler sur l'ensemble de l'organisation. Donc, ça, c'est le principe. Alors, vas-y, avance. Je vais vous montrer. Alors, les actions anti-CO2 qui sont proposées vont taper dans des univers qui vont toucher à l'alimentation, à la gestion des déchets, à la mobilité, au numérique, à l'énergie, à la conso, peu importe. Évidemment, ce sont les sujets qui nous concernent et on va faire en sorte, vas-y, tu peux cliquer, de les relayer avec des valeurs qu'on veut faire émerger au sein de l'organisation, puisque le mot que l'on passe dans les liaisons dangereuses, c'est il faut créer de la solidarité, de la coopération, de l'entraide pour faire face aux difficultés qu'on a et qui vont s'accentuer. Et donc, toutes ces actions doivent faire émerger les valeurs que vous voyez, donc courage, coopération, bienveillance, altruisme, interdépendance, etc. Bon, ça, c'est les grands principes. Alors maintenant, on va peut-être rentrer dans... Voilà, reste là-dessus. Non, non, reste là-dessus, c'est très bien. Pour qu'une action soit anti-CO2, elle va devoir respecter 5 critères. C'est ce que nous, on appelle le dress code. Je vais vous l'expliquer. Le premier critère, l'action qui doit être proposée doit s'inscrire dans la durée. Alors, elle doit s'inscrire dans la durée pour 2 raisons. La première raison, c'est que pour espérer avoir un changement de comportement, d'attitude, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut donner du temps aux gens. Donc, l'action, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas, par exemple, une formation. Il faut que ça s'inscrive dans la durée. La conséquence que l'action va s'inscrire dans la durée, c'est qu'on va pouvoir mesurer le taux de participation des collaborateurs dans le temps. Parce que tout le monde ne va pas embrayer tout de suite, mais ça va se faire crescendo. Et on va toujours s'appuyer sur le phénomène de groupe et tenter d'embarquer les retardataires par mimétisme par rapport à ceux qui ont démarré en premier. Donc, il faut se donner du temps. Et la deuxième chose, c'est comme toutes les actions qui sont proposées vont durer, au mois M, il y a une première action qui s'étale dans le temps. Au mois M+1, il y en a une deuxième, et puis une troisième. Et en fait, toutes ces actions qui sont à la fois décarbonantes et qui ont les valeurs que l'on veut voir porter, convergent. Et au fur et à mesure, on voit que on donne du signe, on donne du symbole, de la direction, de la boussole au groupe. Et tout ça, c'est parce que ça s'inscrit dans la durée. Ensuite, les actions qui sont proposées donc par le pilote doivent être rapides et simples à mettre en œuvre. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de désorganiser l'entreprise et il ne s'agit pas de donner du temps de travail en plus aux collaborateurs. Et là, on a souvent les discussions pour rassurer en amont
les dirigeants qu'on ne va pas foutre le bazar dans leur boîte. Donc, des actions rapides et simples. Je vais vous donner des exemples tout de suite derrière. Le quatrième critère, c'est que l'action doit concerner l'ensemble des collaborateurs. Non, non, reste sur le dress code. Voilà. On embarque tout le monde. Donc, ce n'est pas une action que pour les gars qui sont à l'usine ou que pour les commerciaux. Quand le pilote propose une action, tous les collaborateurs doivent pouvoir la faire. Et le dernier critère, c'est le sens. C'est-à-dire que l'action qui est proposée doit avoir du sens dans le sens de la décarbonation et des valeurs. Et c'est là où l'accompagnant doit être vigilant sur l'aspect anti-CO2, par exemple. Alors, je fais vite, tu peux dérouler toutes les slides et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le type d'action et après, je serai à votre disposition pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Vas-y, non, descends. Voilà. Alors, non, hop. Voilà. Premier type d'action, on en a aujourd'hui à peu près une quarantaine qui existent. On dit que globalement, l'entreprise peut s'améliorer sur la mobilité et le pilote propose de changer les moyens de transport pour venir au travail. En clair, diminuer l'autosolisme. Et donc, l'ensemble des collaborateurs s'organisent, soit pour faire du covoiturage, soit pour venir en transport en commun, soit pour venir en vélo, en trottinette électrique, soit faire du télétravail, peu importe. Donc, dans l'esprit, une action comme ça, elle est dress code parce qu'elle va s'inscrire dans la durée. Donc, toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a une journée sans bagnole. Donc, ça s'inscrit dans la durée. C'est rapide et c'est simple à mettre en œuvre. Ça ne désorganise pas la boîte. Tous les collaborateurs concernés peuvent participer et évidemment, ça a du sens. Donc, si on regarde maintenant comment est-ce qu'on mesure la performance de l'entreprise par rapport à ce premier projet, vas-y, passe un slide. On peut très bien faire pour mesurer la photo du parking tous les jours. Donc, vous avez avant, après. Et donc, le pilote mesure ou compte le nombre de voitures sur le parking. Et vous voyez sur la droite comment évolue le thermomètre. Et si le projet prend, eh bien, structurellement, le nombre de voitures présentes sur le parking doit diminuer. Donc ça, c'est une première idée. Derrière, une fois que le parking devient structurellement plus vide, eh bien, on peut récupérer cet espace pour en faire autre chose et recréer un deuxième projet anti-CO2. Vas-y. Voilà. Donc, on peut, par exemple, décider de faire une zone de tri sur place et inciter les collaborateurs à trier leurs déchets. Et même chose, ça va être dress code parce que ça va s'inscrire dans la durée, c'est rapide à mettre en place, c'est simple à mettre en place, ça concerne tout le monde et ça a du sens. On peut aussi, sur ce parking, lancer un projet de potager. Parce que sur un potager, il y a tout le temps des choses à faire dans un potager. On peut embarquer tout le monde. Et puis, c'est un projet qui anime la communauté. Voilà, donc ça, ce sont vite fait les grandes lignes de ce que l'on fait. Aujourd'hui, on a 6 entreprises qui nous reçoivent tous les mois. Ça représente 340 personnes qui prennent un shoot anti-CO2 tous les mois. Et ça marche vraiment très, très bien. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou on reprend peut-être quelque chose qui est dans la discussion? Le premier exposé que vous faites pour convaincre le dirigeant, c'est quel exposé?
Alors, quand on attaque le dirigeant, c'est clair, le gars qui nous reçoit, c'est que quelque part, il a quand même une sensibilité sur le climat. Si c'est un gars qui n'en a aucune, de toutes les façons, il ne nous reçoit pas. Par contre, quand on y va, globalement, on lui dit, bien, il y a au moins quelque chose que vous pouvez faire si vous avez envie d'agir, c'est nous ouvrir les portes de votre entreprise parce que les gens qui viennent à nos fresques, à nos ateliers, à nos conférences, finalement, c'est toujours un public qui est acquis. Et là, vous allez nous permettre de rencontrer des gens qui viendraient jamais. Donc, quelque part, on leur vend de la bonne conscience. On leur présente les liaisons dangereuses, puisqu'on parle de sujets d'entreprise dans les liaisons dangereuses, notamment sur la partie énergie. On leur fait toucher du doigt les limites qu'ils vont atteindre d'ici pas très longtemps et que ça va les concerner au premier chef. Et donc, ils nous disent, OK, venez et on fait d'abord le comité de direction. Mais on leur dit aussi tout de suite que dans les liaisons dangereuses, on pose le sujet et on n'aborde pas la solution délibérément. C'est-à-dire qu'on on les frustre quelque part parce que les liaisons dangereuses, ça a permis de piétiner sur 3 grands sujets. Donc, au bout du bout, ils apprennent des trucs, ils comprennent des trucs, mais on leur dit, si vous voulez nous revoir pour parler solutions individuelles et collectives, on ne le fait pas la première fois. Il faudra que vous nous réinvitez et là, on parlera que du passage à l'acte. D'accord. Donc, liaison dangereuse, c'est un petit groupe quand même. C'est le dirigeant plus peut-être des gens autour de lui. C'est dans Alors, une dans un seule premier entreprise. temps, c'est d'abord le comité de direction. Comité de direction, d'accord. Nous, on Donc, n'attaque que par le haut. d'accord, mais c'est très clair. Donc, ça, c'est intéressant de voir que ça part d'une conférence TTS quand même. De TTS, Oui, liaison dangereuse, c'est la 3e. c'est ça. Et alors, Ouais. on demande combien ça coûte, vous facturez combien ça? Parce que ça prend une énergie Alors, énorme. les liaisons dangereuses, on ne le facture pas puisque c'est un produit shifter. Si ce n'est, s'il y a une entreprise qui veut faire un don, elle fait un don. Ça nous est arrivé 2 fois pour l'instant. Une fois le CJD et une fois un club d'entreprise de Rochefort. Et l'argent est remonté à l'association et très bien. Pour les comités anti-CO2, alors on dit clairement que ce n'est pas un outil shifter pour ne pas foutre le bazar. On facture un comité anti-CO2, globalement, c'est 5 heures de travail par projet, pas plus, par mois et par projet. Et on facture ça entre 500 à 750 euros. D'accord. Donc, devis, vous avez fait un système de devis et puis facturation donc, tous les mois. C'est ça. Et Voilà. les professionnels, là, vous n'avez pas trop de problème avec les professionnels du terrain, les consultants du terrain? Alors, non seulement, je dirais qu'on n'en a pas parce qu'on rencontre. Alors, il y a peut-être 0 cabinet de conseil, mais j'y crois pas en Charente-Maritime. On les rencontre jamais, mais en plus, aujourd'hui, parce qu'on a des problèmes que tout le monde a dans les GL, c'est-à-dire d'arriver à recruter des gens suffisamment disponibles et suffisamment sachants, disponibles pendant les heures de boulot. Donc maintenant, on s'ouvre à des gens qui vendent du RSE, qui vendent du bilan carbone, et on leur dit, si tu veux, tu peux développer dans ta clientèle les comités anti-CO2. Voilà, et on en est là. Et donc, si le projet les séduit, eh bien, on les forme, on les accompagne sur les premiers pas et ils intègrent cette prestation à leur catalogue s'ils le veulent. Bien. Alors, d'autres questions peut-être là, parce que moi j'ai lu les questions du chat, mais il y a peut-être des questions, vous les posez. Combien de shifters, je voyais aussi, combien de shifters vous êtes pour travailler sur ce sujet-là?
Alors, on n'est pas assez. Vous êtes des retraités, alors, parce qu'il faut quand même être disponible toute la journée. Oui, évidemment. Donc, des gens hyper actifs. Alors, sur les comités anti-CO2, allez, on va dire il y en a deux. On a créé donc récemment cette association, je répète, qui n'a rien à voir avec les shifters pour pouvoir facturer. Et donc depuis quelques mois maintenant, on s'ouvre à des professionnels et les professionnels qu'on a dans le pipe, on en a 5. On va continuer de chercher des professionnels pour déployer le comité anti-CO2. Très bien. Donc, c'est quand même une expérience intéressante. Une dernière question pour pas trop dépasser le temps. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat sur la taille moyenne des entreprises. Alors, c'est Oui. comme ce que nous ont dit les shifteuses là, de Languedoc-Roussillon. Jusqu'à présent, on n'avait que des petites et moyennes entreprises. Et là, on a décroché une grosse entreprise, pour nous, une grosse entreprise de 220 salariés qui fait partie d'un groupe qui fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a 5 sites en France et qui veut, donc on démarre avec eux là, cette semaine, et qui veut déployer les comités anti-CO2 dans un deuxième temps sur les autres sites. Mais ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Et on sent que sur les grosses entreprises, l'un des arguments, c'est le dirigeant qui dit « Bon, moi, je veux bien tenter la décarbonation, machin, mais je sens qu'il y a quand même de la résistance en interne. Vous pouvez nous aider à mieux faire comprendre pourquoi est-ce qu'il faut faire un pas de côté. » Et donc, nous, on n'agit pas sur la décarbonation du business model, parce que c'est comme ce que disaient les gens du Languedoc-Roussillon. C'est pas notre boulot, on n'est pas légitime, on n'a pas les compétences, et puis il y a des professionnels qui sont là pour ça. Mais nous, on va jouer sur l'état d'esprit, les habitudes, le comportement du groupe, pour que justement ces messages qui ne sont pas toujours les bienvenus, eh bien, s'installent de manière récurrente dans les organisations, et de transformer tous les mois un collaborateur en super-héros qui va porter son projet. Voilà. Donc, on n'avait jusqu'à présent que des petites et moyennes entreprises. Et là, on sent que, voilà, peut-être qu'on va pouvoir décrocher les plus grosses. C'est quelle entreprise, là? Alors, l'entreprise qu'on démarre, la grosse, c'est Wärtsilä. C'est une entreprise, pour la petite histoire, qui fait des gros moteurs diesel pour des chars d'assaut et la marine marchande, donc qui n'est pas nécessairement du bon côté de la barrière. Et au niveau du groupe, ils ont vraiment la volonté de décarboner leur activité. Donc, coup de bol, on est arrivé pile poil au bon moment, puisque clairement, leur DG a vu l'aspect complémentaire qu'on pourrait apporter par rapport à ces dispositifs. Donc, on a 6 clients pour l'instant qu'on voit tous les mois. Donc, ça fait 6 nouveaux projets à traiter par mois. En fait. Parce que Voilà, les autres, c'est ça. ils fonctionnent tout seuls. Après, les autres, il y a moins de travail peut-être. Après, une fois que les projets sont lancés. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de créativité chez les collaborateurs. Puisque l'un des trucs aussi, c'est que nous, on ne leur donne pas des actions toutes cuites dans le bec, on les fait réfléchir Oui. pour que ça vienne d'eux, et on corrige, entre guillemets, on contrôle. Voilà. Et il y a des projets qui sont juste incroyables. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus, je vais vous mettre dans le chat mon mail, et je suis disponible pour approfondir le sujet avec les gens qui le souhaitent, puisque maintenant, je pense qu'on est quand même bien rodé.
Je vais répondre peut-être à la dernière question et puis après, Oui, on bascule après avec Ludovic Ouais, qui est déjà arrivé. Ludo, ouais, Ludovic qui piétine. qui attend patiemment. Allez, on Mais y c'est va. 21h, Ludo, un peu de patience. Euh, L'aspect, à quel moment on rentre dans le discours de la stratégie de l'entreprise, je dirais que c'est au bout de 6 mois. Quand la confiance est vraiment rentrée entre le dirigeant, son comité de direction et nous, qu'on peut commencer à aborder ces sujets-là. Très bien. Ben, merci Laurent. Je crois que on va basculer. Alors, c'était fort intéressant, hein, et très original en même temps. Donc, je propose à Ludovic de prendre le sujet suivant. Alors, présente-toi, Ludovic, qu'on sache bien te présenter le sujet pour ce soir. Bonjour, je m'appelle Ludovic. Non, mais plus sérieusement, quand je suis entré chez Shifter et en particulier chez TTS, on a constaté qu'il n'y avait pas de contenu pour les entreprises, en tout cas pas de contenu sérieux. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi je travaille à la stratégie d'un grand groupe. Et en conséquence, il n'y avait pas de contenu qui parlait à des dirigeants d'entreprise, et si possible des dirigeants de pas trop petites entreprises. Mais ça marche aussi. Donc à partir de là, on s'est dit, tiens, on va lancer un truc et on s'est mis à 3-4. Alors on est parti à 2, nous finira à 4, nous finira à 4. Et on a essayé de créer ce qu'on appelle plutôt un séminaire pour les comités de direction d'entreprise ou les COMEX, ça dépend en fonction du sujet, mais pas pour les conseils d'administration. Petit détail, mais c'est vraiment pas adapté pour un conseil. Donc, dit autrement, c'est pour des dirigeants d'entreprise qui sont dans l'opérationnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mot d'ordre de ce truc-là, tu as des slides après ou pas? Oui, j'ai les slides que tu m'as Oui, envoyés. tu peux passer au suivant si tu veux. On parle de 3 sujets d'atténuation d'adaptation, enfin 2 sujets d'atténuation d'adaptation, et surtout, le mot d'ordre, c'est rapprocher le problème des dirigeants d'entreprise. C'est vraiment ça le mot d'ordre. La philosophie de départ, c'est on va vous parler, vous entreprise, on va pas vous parler des bébés phoques qui sont en Arctique. Voilà, ça c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est en quoi votre entreprise est en danger. Et on a une approche par les risques sur ces sujets-là, avec un petit peu d'humour, histoire de s'amuser. Sinon, c'est pas marrant. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'on a 2 approches pour arriver à faire du démarchage. Ça a bien marché, c'est de passer par des fédérations. Donc là, se fait pas. On a passé, ça y est, j'ai plus le nom. On a fait la fédération de la pyrotechnie française. On a fait la fédération de l'assainissement nucléaire. Plus 1 ou 2 autres, et j'ai oublié. Et ça a bien marché. Donc là, on a des dirigeants d'entreprise qui sont dans une fédération et on leur parle sous forme d'une conférence réduite, qui est le même séminaire, mais en format conférence, qui nous permet de faire de l'avant-vente. Une fois qu'on a séduit les dirigeants, il n'y a plus qu'à rentrer. Et il n'y a plus qu'à enchaîner. Typiquement, sur le domaine du nucléaire, on a fait 4 ou 5 entreprises, on a fait donc 4 ou 5 CODIR et on a même fait la version conférence à tous les cadres dirigeants de l'entreprise. Donc, tout ce qui était, on intégrait tout le middle management. Donc, ça, c'est des effets de levier qui sont assez intéressants. Puis après, on est passé chez des gens qui font des moteurs de missiles, GAN, on a fait BNP, Orange, bien sûr, TDF qu'on va bientôt faire, on fait OnePoint. Enfin, je fais OnePoint pas plus tard que demain matin. Bref, il y a des gros, mais il y a également des tout petits. Voilà, donc des PME de 20, 30, 150 salariés, on a également. Voilà. C'est le même contenu, tout simplement parce qu'on rapproche le problème. Alors, je vous ai juste, tu peux avancer sur le slide. Quel est le format que l'on a? On a 3 parties. La première partie, c'est on leur explique où est-ce qu'on en est, on leur explique c'est quoi le climat et on leur explique c'est quoi le problème. Très simple. Et ils sortent de là, ils comprennent que le problème est irréversible. Donc, il va falloir faire avec. C'est ça le message simple que l'on fait passer, irréversible, et il va falloir faire avec. Ensuite, on passe du coup à la deuxième partie, et la deuxième partie,
slide suivant. C'est simple, c'est quels sont les risques physiques qui sont associés au changement climatique. On les caractérise, ces risques physiques, parce qu'en réalité, ils sont systémiques, mais ils sont surtout croissants, etc. Ils ne sont pas linéaires, patati patata. Et on explique surtout que pour pouvoir faire la transition, on va avoir un certain nombre de difficultés et que ces difficultés vont venir perturber la chaîne de production et la chaîne de distribution de leur entreprise. Donc, dit autrement, s'ils fabriquent des boulons de 12, ils vont avoir du mal à avoir de l'approvisionnement en matières premières pour faire du boulon de 12 et en même temps, ils vont avoir du mal à vendre leur boulon de 12. Voilà. Et là, typiquement, tu peux passer au slide suivant, on a identifié, alors il y en a d'autres, hein, mais on en a identifié 7, il faut les ménager un petit peu, sinon c'est pas marrant. Plusieurs trucs, hein, donc des tensions qui sont liées aux matières premières, il y a plein d'actualités sur le sujet depuis qu'on a fait ça. On a plein de sujets sur la réglementation qui est en train de se durcir, on a plein de sujets sur les aspects juridiques et donc la responsabilité juridique qui est en train de se développer et donc qui met en danger les entreprises, les difficultés de financement qui sont liées à la transition et donc l'exposition au risque. Typiquement, donc si j'arrive plus à me financer, je peux plus me développer, hein, pour faire simple. Voilà. On parle également du risque lié au rejet du consommateur, satané consommateur, et en même temps, alors là, on a laissé le titre difficulté de recrutement, mais on a tout un volet RH maintenant, qui est à la fois sur le triangle des Bermudes du RH et en même temps toutes les problématiques de santé et sécurité au travail, qui est un énorme sujet. Et enfin, une fois qu'on a bien tout pété la figure en leur disant c'est irréversible, vous allez vous prendre des contraintes et de toute manière, les problèmes à l'autre bout du monde vont venir perturber votre chaîne de production. Parce qu'on leur explique que quand il n'y a pas d'eau à Taïwan, il n'y a pas de composants électroniques. Et donc, s'ils n'ont pas de composants électroniques, ils sont dans la mouise. C'est ça, hein, qu'on leur explique. On rapproche les problèmes, mais des problèmes qui sont très lointains, se retrouvent extrêmement proches de leur activité professionnelle. Donc, le truc qui se passe à l'autre bout du monde, ça m'intéresse. Les zones inhabitables, je m'en fous, c'est des humains, on s'en fiche. Par contre, il y a une mine de cuivre ou il y a une mine de lithium là-bas, ça veut dire que je n'aurai pas de cuivre et je n'aurai pas de lithium. Donc, mon activité économique sera perturbée. Voilà. Donc, on ne s'intéresse pas aux bébés phoques et compagnie, ni même aux humains, et on le fait volontairement pour pouvoir leur dire, en réalité, c'est votre problème. Et ensuite, on leur présente différentes techniques, différentes méthodes qui permettent de travailler son adaptation. Et alors, je vais vraiment limiter à adaptation et on ne parle pas vraiment de résilience, en tout cas pas pour le moment. Ensuite, on leur parle de bilan carbone et c'est quoi un bilan carbone et à quoi ça sert. Et là, pour le coup, on parle de budgétisation carbone au sein de l'entreprise. Parce que faire un bilan carbone scope 3, enfin scope 1, 2, 3, c'est vachement intéressant. Mais dans les faits, ce n'est absolument pas opérationnalisable. Ce qui est intéressant, c'est d'aller budgétiser service par service, entité par entité, projet par projet, quel est le budget carbone auquel j'ai droit quand je veux faire quelque chose. Donc là, pour le coup, un bon vieux KPI qu'en entreprise, on sait bien faire à gogo et qu'on adore. Donc là, on leur explique comment on peut opérationnaliser à la fois son bilan carbone et surtout par rapport à sa propre trajectoire carbone. Quand on parle des RH, d'ailleurs, moi, je m'amuse à leur faire des entretiens d'embauche. Ou exactement, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est les 3 questions des candidats. Ah, moi, gentil candidat qui veut venir dans votre entreprise, qu'est-ce que je vous pose comme question? Et là, ça les désarçonne parce qu'ils sont complètement à poil en termes de réponse. Et ensuite, on parle de modèle d'entreprise, on parle de comment on peut se transformer. Donc, comment on peut se différencier et comment on peut se transformer. Là, typiquement, hein, c'est simple, on a différents leviers, mais il y en a 2 qui sont essentiels, c'est réduire les flux et décarboner les flux. Voilà. Mais quand on doit diminuer ses émissions de CO2 de 90% et que potentiellement on ne peut pas espérer décarboner les flux de plus de 50% et en même temps réduire les flux de 50%, eh bien 50% et 50%, ça ne fait pas 90%. Et donc, face à ça, on vient questionner leur modèle économique, on vient questionner sur la durabilité de leurs équipements, l'économie de la fonctionnalité. Donc, dit autrement, je vais prendre un exemple, hein, quand une climatisation avant sa durée, on est passé chez des gens qui font du conditionnement d'air, quand avant leurs équipements avaient une durée de vie de 25 ans, moi, en tant qu'industriel, je prends ma casquette de travail, j'ai besoin, pour réussir ma trajectoire carbone, en tant que grand donneur d'ordre, j'ai besoin que tous mes sous-traitants réduisent leur empreinte carbone de 90%, comme moi. Et en conséquence, il faut que ce climatiseur il dure 100 ans.
Et quand on commence à l'exposer comme ça, on se retrouve dans une situation où on commence à avoir des discussions très sympas avec les CODIR, parce que construire un truc qui dure 25 ans versus 100 ans, en réalité, le modèle économique est complètement différent, la conception est différente, la maintenance est différente, le commerce est différent. Là, ça commence à être assez sympa. Les compétences qui sont nécessaires sont différentes. Il faut de la compatibilité ascendante, il faut de l'upgrade, il faut de la maintenabilité, il faut de la modularité, etc. Et donc là, du coup, on commence à rentrer dans le dur. On n'est pas là pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. C'est pas notre rôle, on n'est pas des spécialistes du secteur, hein. La banque, c'est un peu plus compliqué, ou même les moteurs de missiles. Voilà, on n'est pas là pour leur dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, on est là pour donner les bons ordres de grandeur des efforts à faire. Et c'est ça qu'on fait pour justement les mettre en ordre de bataille pour qu'ils se lancent ensuite. Alors, résume-nous. Alors, j'ai remis le premier slide. En fait, c'est soit une conférence, soit une demi-journée, en fait. C'est ça Ouais, l'idée. complètement. Quand il faut vendre l'affaire ou quand il faut le faire auprès des collaborateurs ou le middle management, on le fait sous format conférence parce que tu ne prends pas 200 personnes pendant 5 heures avec des ateliers de réflexion, etc. Tu vois, ça marche pas. Par contre, le CODIR, on leur fait faire 2 ateliers. Alors, le premier qui va être sur l'évaluation de leurs propres risques. Donc, généralement, ils pensent aux risques qu'ils ont chez eux, mais ils ne pensent pas aux risques externes, hein, exogènes. Et puis, il y a un deuxième atelier qui est quelles actions vous pourriez mener. Et moi, j'aime bien plutôt avoir une très longue discussion maintenant sur le pilotage carbone de l'entreprise. Je trouve que c'est bien plus intéressant. Et le changement de modèle économique, le modèle d'affaires. Alors, tout Donc ça oui, un sur, format séminaire, un format conférence, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut brosser large. C'est-à-dire que voilà, faut aller titiller les sujets RH, il faut aller travailler santé, sécurité au travail, un peu de finance. Enfin bon, voilà, c'est très très large en termes de palette. Est-ce qu'on peut se former? C'est ce qu'on appelle le TTS COMEX qui est Ouais, disponible c'est le maintenant? TTS COMEX. Alors aujourd'hui, c'est toujours pas généralisé parce qu'il y a un tout petit problème de financiarisation de cette affaire-là. Donc on a des points là qui sont censés arriver, donc je sais pas comment ça va sortir cette affaire. Ce que nous on avait dit au départ, c'était d'avoir des compétences un peu plus, c'est-à-dire avoir déjà l'habitude de discuter avec des CODIR ou des COMEX voilà pour pas arriver la tête enfarinée comme on dit, parce que c'est un coup sinon à se retrouver avec une tarte à la crème. Oui, donc il faut des shifters plus alors maintenant. C'est ça que j'entends, Ouais, moi. je Il sais pas faut si que... on peut dire des shifters plus. Après, c'est pas grave, tu peux avoir une complémentarité dans les Oui, intervenants. Tu vois, oui, aujourd'hui, moi, ah bon, celle-là, j'arrive à la faire tout seul parce que c'est mon quotidien. Et puis moi, je travaille sur la résilience profonde des infrastructures critiques. Donc bon, oui. voilà, ça aide un peu. Après, au tout début, je la faisais pas tout seul. On était à 3. La première fois qu'on l'a donné, on l'a donné à 4. Et on était très complémentaires et on a bûché pas mal de docs. Donc il faut bûcher pas mal de docs en réalité pour arriver à la faire. Mais après, on n'est pas là pour faire du technique, on est là pour faire du message simple. Un dirigeant, ça n'a pas besoin de compliqué, ça a besoin de messages simples. Ça se bouffe déjà 300 slides par jour, ça n'a pas besoin de se manger des trucs compliqués. Ça Alors, n'a il y a pas le peut-être des cerveau pour. questions. Il n'y a pas beaucoup de questions Ouais. sur le chat, mais allez-y, Ah, je prenez vous ai la parole. scié, mince. Prenez la parole. Quand est-ce que ce sera disponible, par exemple? Dans un mois, deux Ah bah, mois, 6 mois, un an? Dans combien de moi, temps on ça pourra fait déjà un an et commencer? demi. Ça fait Oui, déjà un an et demi que je la donne, moi, mais tant qu'on n'a pas réglé le problème de combien que c'est qu'on rémunère les conférenciers, pour le moment, c'est bloqué. Donc ça ah bon. m'embête. Et si Euh, on veut se alors, former, nous, on peut peut-être déjà démarrer. Il nous faudra peut-être un mois ou deux pour rentrer dans le sujet. Alors que, est-ce que ouais, il faut les groupes locaux ne pourraient pas commencer à regarder l'outil, à se faire une idée, quitte à l'adapter peut-être aussi? Non, c'est pas possible. Il y aura des droits de. Vous eh avez ben, proposé des droits? aujourd'hui, alors tel que ça s'oriente, mais c'est pas garanti. L'idée, ce serait que le COMEX reste dans le périmètre TTS, donc gratuit. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une petite difficulté sur un des auteurs qui est pas forcément favorable à rester au modèle gratuit. Je titre gestion des ressources humaines est un grand classique, hein, dans Oui, toutes les oui. organisations. Oui. Ce qui Donc a de la valeur n'est pas aujourd'hui, gratuit, c'est hein. coincé. C'est aussi l'argument. Ce qui a de la valeur n'est pas gratuit. Mais bon, il y a d'autres enjeux au niveau de l'association des shifters, donc on ne peut pas débattre de ce sujet-là. Alors, Ouais, est-ce voilà, qu'il n'y moi a pas des questions? je vais pas t'en débattre. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, moi, je continue de la donner, voilà, très régulièrement, mais je suis sur un modèle 100% gratuit.
Voilà. Et je l'assume. Je prends des demi-journées de congé pour pouvoir le faire. Alors, une dernière question, allez-y, sinon on va passer au dernier sujet. Personne. Bon, ben, merci beaucoup, David. C'est très original aussi. Là, Après, ça. après moi, et comme ça, vous allez connaître la méthode pour pouvoir mettre un pied dans un codir. C'est vous avez tous un carnet d'adresses, vous avez tous une connaissance, un manager, ou pour ceux qui ne sont pas à la retraite, hein, un lolo. Qu'est-ce que je voulais dire? Potentiellement, vous en parlez et nous, on vient. Ou moi, je viens. Je vous mets mon mail dans le Euh, chat. Ludovic, c'est Jean-Paul Munier, là. Je ne sais pas si tu entends. Si, Oui, on t'entend là. Oui, je voulais insister là sur cette question de, en quelque sorte, officialisation. Je comprends bien que la partie rémunération n'est pas tout à fait calée et le sujet n'est pas si simple que ça, mais en même temps, le sujet n'est pas non plus hyper compliqué. Il faut décider d'y aller ou pas. Mais c'est ce que je trouve dommage. Il y a maintenant à peu près 1 an et demi que j'ai été en relation avec Cécile. Cette conférence existait déjà il y a 1 an et demi, hein, tu le disais toi-même d'ailleurs. Je pense que depuis, vous avez fait du chemin, vous avez acquis de l'expérience. Et pendant ce temps, bon, je sais que nous, au moins ici en Auvergne, on est en attente de trucs pour aller attaquer les entreprises et on n'est certainement pas le seul GL dans ce cas. Donc, c'est un peu dommage de se dire qu'on se contente de faire de la conférence TTS qui certes est intéressante, mais sur du grand public ou de l'étudiant en entreprise, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux, beaucoup plus percutant, beaucoup plus en profondeur, quoi, hein. ouais, alors là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sujet rémunération, tel qu'il a été présenté par Grégoire, je ne sais plus à quel moment, bon bref, on s'en fout. Il faut savoir que le sujet de la rémunération est parti du sujet TTS Comex. Ce qui s'est passé, c'est que ça a lancé un certain nombre de réflexions en interne des shifters sur le fait que c'était bien plus complexe de juste je rémunère ou je rémunère pas. Et là, Dixit, tout le dossier qui a été fait par Grégoire Co sur le sujet de la rémunération et du fait que est-ce qu'on reste d'intérêt général patati patata, d'accord? Et tout ce sujet-là, si aujourd'hui TTS Comex est un peu en stand-by par rapport à ces sujets-là, c'est parce que le point d'entrée, c'est quoi que City que veut faire les shifters. C'est ça le point d'entrée. Et en réalité, quand le conseil d'administration aura voté je veux tel modèle ou je veux tel autre modèle, à ce moment-là, TTS Shifter rentrera dans le modèle qui aura été convenu par l'association. L'idée, c'est pas d'être des cow-boys et de dire on y va, je m'en fous, j'y vais. Non. La réflexion de la rémunération et de la gratification est rentrée par ce sujet-là. Ça a été extrêmement bien instruit. Mais comme quand on instruit un truc, eh ben, ça met du temps. Voilà. Très bien. Donc, ça me frustre d'un point de vue temporel, mais je trouve que ça a été bien fait, donc on peut en être content aussi. Très bien. Bon, ben, ça avance, on va être positif. Je vois que Laurent a levé la main. Une question courte, réponse courte, Laurent? À toi. 12. Et la réponse. Laurent, tu as peut-être ton micro qui est coupé, c'est pour ça? Sinon, tu avais la main levée. Mais... Oui, par rapport au shifter là, de Clermont, le meilleur outil, alors je fais comment dire, abstraction de ce que vient de dire Ludo sur Comex, qui est un très très bon outil. J'ai suivi les quelques présentations qui ont été faites, j'y souscris, c'est pas le sujet. Mais il est difficile à digérer pour le shifter commun des mortels, on va dire. Enfin, difficile, demande un sacré effort. Le meilleur outil de prospection, pour moi, ça reste quand même les liaisons dangereuses. Et nous, on rentre dans les entreprises grâce à ça. Peut-être qu'un jour, Ludovic, on fera un binôme pour que tu viennes en Charente-Maritime dans les comités de direction pour élever le débat. Mais pour faire le premier pas, franchement, les liaisons dangereuses, ça marche très bien, quoi. Voilà. Très bien. Bon, Ouais. merci. Je te fais une réponse extrêmement courte.
On a plein d'outils qui sont différents qui permettent de faire la tenaille, c'est-à-dire de passer par le haut, par le bas, par le côté et compagnie. Et c'est ça qui est important. Il faut passer par la fenêtre, le radiateur, la porte et n'importe quoi. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ça notre force. Notre force, c'est qu'on est capable d'aller attaquer les entreprises par plein de leviers différents. Oui, il y a et pour répondre à Olivier, oui, il y a des entreprises qui ont dit et qui sont en train de faire, et on le constate a posteriori, qui ont dit cette activité-là, elle est absolument indécarbonable, je l'arrête. Très bien. Bon, Juste en exemple merci. de est-ce que ça a donné des trucs. Merci, J'en ai eu plein d'autres. merci. On reprendra la discussion tout à l'heure. On a encore un moment d'échange, hein. Je propose de passer maintenant au témoignage 4. Alors, c'est de Montgl qu'on a proposé, parce qu'on s'est dit, on a créé aussi un groupe de travail sur les relations avec les entreprises, et au bout de quelques réunions, on s'est dit, mais au fait, comment font les agences qui ont ce métier-là, puisqu'une agence de développement économique, elle fait aussi l'accompagnement sur la transition. Et c'est justement le cadre de l'agence L'Europe du Grand Nancy que Loïc représente ce soir, et il va nous parler. Donc on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'on fait comme eux, sachant qu'on n'est pas forcément sur les mêmes cibles, ou alors est-ce qu'on va sur d'autres cibles, mais peut-être avec leur stratégie, parce que c'est intéressant de savoir ce que font les professionnels. Voilà, Loïc, je crois que tu nous as rejoint, hein. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Merci, hein, déjà d'être venu. Oui, vas-y, Loïc, c'est tout. On Oui, t'entend très bien. c'est bon, vous On m'entendez, oui, t'entend. c'est bon. Nickel. Eh ben, bonsoir à toutes et tous. Alors, j'ai suivi un peu des échanges d'avant. L'approche va être complémentaire et je souscris totalement à ce que disait Ludovic avant, hein. Faut passer par le moyen par lequel on peut entrer dans les entreprises. Effectivement, alors nous, l'agence, si Paul, tu peux passer la diapo. Donc, encore une, s'il te plaît. Hop, voilà. On est autour de Nancy. Donc, le périmètre, c'est 600 000 habitants, à peu près 40 000 entreprises. On compte pas les entreprises individuelles dans ce nombre d'entreprises. Et sur le territoire, on a historiquement des entreprises énergo-intensives avec des Saint-Gobain à canalisation, des soudières qui font du bicarbonate de soude comme Solvay, Novacarb. En fait, sur les 50 sites les plus pollueurs, on en a 4 chez nous, enfin, les plus gros émetteurs de CO2. Voilà, on est un territoire aujourd'hui, la consommation d'énergie, c'est 40% chez les industriels. Donc c'est un vrai sujet. Et nous, donc de base, une agence de développement économique, pour ceux qui connaissent, c'est une fédération nationale, on est une centaine d'agences en France, et on est financé à 100% par les collectivités. De base, l'intervention, c'est pas très transition compatible, on va dire. C'est d'accompagner des chefs d'entreprise dans leur développement économique. Et dans les années là, dans les années 70-80, c'était euh, comment je peux investir dans une deuxième ligne de production pour recruter et pour produire plus. Voilà. Donc les agences se sont un peu adaptées, on va dire, parce qu'en fait l'économie de demain et d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et ce que je vous dis là n'est valable que pour notre agence, parce que chaque agence a des lignes politiques différentes, notamment l'existence du service transition. On doit être 3 agences en France à le développer. Et comme dit Paul, enfin comme le montre Paul sur le diapo, le postulat de base, hein, ça rejoint ce que vous avez dit, hein, il y a des changements irréversibles. Et en fait, il y aura moins d'eau disponible, moins d'énergie et moins de matière pour faire. Donc comment on fait en fait comment on fait pour que les entreprises pérennisent leur activité? Alors Ludovic a parlé aussi de changement de modèle, mais nous, Paul, si tu peux passer juste après. On les accompagne là-dessus, mais on va dire de base, notre approche, elle est sur 2 points d'atténuation. Comment on réduit leur empreinte énergie, enfin leur consommation d'énergie, donc leur empreinte carbone, et comment on réduit leur empreinte matière, donc la consommation de matière physique, hein. Et dans les matières, je mets tout ce qui est déchets et eau. Et on a quelqu'un en miroir, donc on est 3 personnes à l'agence. Moi, je suis sur la partie énergie, hein. Je suis ingénieur énergéticien de formation. J'ai travaillé chez Dalkia, la filiale d'EDF. J'ai un collègue qui est sur la partie comment on accompagne les entreprises pour réduire leur impact matière, et un autre qui vient d'arriver, qui est juriste de formation et qui donc, ça fait le lien avec tous les risques dont tu as parlé, Ludovic, hein, sur les risques juridiques, mais il y a aussi les risques climatiques physiques, avec notamment l'outil Okara de Carbone 4. Donc, tu peux passer, Paul. Euh, Nous, on fonctionne avec des généralistes, c'est-à-dire qu'on a des gens, on est sur 21, il y a une dizaine de généralistes qui vont voir les chefs d'entreprise toute la journée, TPE, PME, grands groupes. Donc j'insiste sur les dirigeants à chaque fois, qui nous remontent les besoins des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que on va partir des besoins en fait, c'est comme un diagramme de Pareto, c'est-à-dire 80-20. Vous l'aurez compris, les 20% des plus grosses entreprises représentent 80% de la consommation. Et nous, en tant qu'entité publique, on doit pouvoir accompagner tout le monde
Donc, on va pas pouvoir faire des conférences sur une demi-journée à tout le monde, mais il faut qu'on ait à chaque fois le bon niveau d'information. Donc, on fait beaucoup de mise en relation qualifiée avec des entités qui peuvent faire soit des diagnostics, bilan carbone ou autres, gratuits ou quasi gratuits, comme la CCI et la CMA. Donc, CCI, c'est Chambre de commerce et d'industrie, CMA, c'est Chambre des métiers. On fait du lien avec des bureaux d'études dès le départ, hein, on va dire. Il y a différents niveaux de maturité, mais souvent, on part quand même d'assez loin. Et derrière, on va faire la mise en relation avec des faiseurs aussi, avec des énergéticiens, avec des gens capables de changer leur process, etc. Donc en fait, on fait toute une mise en lien là-dessus et nous, on est un peu tiers de confiance tout au long de ça, jusqu'à la partie suivi, études et travaux. Donc on est plutôt sur une approche, nous, on s'est construit sur l'énergie, on le déploie aussi sur les matières maintenant, et on est en train de construire l'accompagnement qu'on fait, je rappelle, toujours gratuit, hein. Donc en fait, on va pas pouvoir passer beaucoup de temps sur une entreprise. Nous, il faut qu'on soit efficace dans les dispositifs et les gens vers lesquels on les relaie, en fait. Il faut qu'ils soient en de bonnes mains et qu'on leur mette un espèce de mode d'emploi. Voilà, Paul, si tu peux passer. Ce que je n'avais pas dit, effectivement, c'est qu'on accompagne nous, à peu près, donc l'agence rencontre 1000 entreprises par an et on en accompagne la moitié. Alors, parce que des fois, il y a des boîtes qui n'ont pas besoin de nous. Donc, on leur dit, voilà, dès que vous avez un projet de développement ou autre, faites appel à nous. Et nous, on gère tout le flux entrant. Donc, vous aurez compris, le flux entrant, c'est 500 entreprises. Il y en a à peu près 300 qu'on a accompagné sur l'énergie l'année dernière. Les demandes principales, c'est bilan carbone, photovoltaïque, voiture électrique. Hein, c'est ça de base, mais on essaye toujours de leur pousser la réflexion plus loin, qui se posent des questions. Et les trois approches, je précise tout de suite, nous, on se concentre, quand on parle à un chef d'entreprise, sur sa parcelle, je parle de l'énergie, hein, sa parcelle à lui, qu'est-ce qu'il peut faire, sur l'eau aussi, pour être le plus autonome possible. Notre clé d'entrée sur l'énergie, c'est maîtriser la facture énergétique. Donc ça va partir par sobriété, efficacité, renouvelable. J'aurais pu mettre décarboné. J'évacue tout de suite le sujet du nucléaire avec les chefs d'entreprise parce qu'en fait, je leur dis que le nucléaire au niveau national a du sens, mais qu'en fait, ils vont pas implanter du nucléaire chez eux, sauf pour les très gros, peut-être sur les SMR. Mais ça, c'est une discussion qu'on a que avec les très gros. Donc les petits, ça me permet d'éviter de perdre 2 heures en rendez-vous à parler de nucléaire et ou renouvelable, hein. Les matières, c'est la même approche avec la partie revalorisée. Et les risques climatiques, on est dans la notion un peu de faire face tout de suite, parce que ça fait 5 ans en Grand Est et à Nancy qu'on a des sécheresses, hein, de suite, hein, les gens ils sont pas forcément au courant de ça. Anticiper un peu ce qui va se passer, et derrière bien s'adapter. Bien s'adapter, ça veut dire ne pas mettre de groupe, enfin de clim alors qu'on peut isoler le bâtiment. Ça veut dire ne pas mettre de digue parce qu'on est à côté de la Moselle et que ça risque d'avoir une inondation, parce qu'en fait, ce qui va se passer, si ça se trouve, c'est que la parcelle agricole à côté va être inondée et inexploitable. Enfin bref, on est vraiment sur un premier niveau de conseil là-dessus. Et ce qu'on fait après, si tu peux passer, Paul, c'est qu'on construit des projets collectifs, c'est-à-dire, on va dire à l'entreprise, je prends l'exemple des panneaux solaires, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus mature économiquement, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Ça pourrait être de l'éolien, ça pourrait être même du DSMR sur les plus gros. C'est de dire, voilà, on décentre un maximum pour être le plus résilient possible. C'est-à-dire, produisez votre propre électricité, mais dans une limite, hein, on leur dit bien sûr, continuez à vous raccorder au réseau électrique. Et puis, derrière, voyez avec vos voisins pour faire de l'autoconsommation collective, par exemple. Et on décentre comme ça au maximum dans l'idée d'être le plus autonome énergétiquement. Et donc là, on fait le lien. Alors, j'ai le même raisonnement pour le chauffage, hein, par exemple. C'est-à-dire, si vous pouvez pas, vous, valoriser chaleur fatale ou géothermie, eh ben, en fait, on va regarder pour se raccorder à un réseau de chaleur. En fait, on a comme ça toute une logique de valorisation des énergies, enfin, des sources d'énergie thermique. Et vous savez bien aussi, vous êtes bien informé que, notamment, la partie biomasse, le bois énergie, on freine des cas de fer parce que la ressource est plus que limitée et il faut la réserver à certains usages. Tu peux passer, Paul. Les déchets, donc c'est la même chose, on va repasser aussi. L'idée, c'est sur la gestion des risques climatiques. Voilà, on va croiser un peu l'ensemble. Donc on est membre aussi du GRAC, hein, le groupement régional d'adaptation au changement climatique. De manière générale, on va faire le lien avec dispositifs région, ADEME, Europe, BPI France aussi, pour leur préflécher aussi les dispositifs dans lesquels s'inscrire. Et on parlait de financement tout à l'heure, et notamment la BPI est pas mal en porte d'entrée pour avoir accès à des financements à taux préférentiel. Donc, on fait pas mal de redirection vers les dispositifs BPI et on suit derrière la qualité aussi des rendus en se faisant un peu avocat du diable des fois, parce qu'il y a certains bureaux d'études qui vont vous dire faire des choses standards et pas forcément adaptées aux entreprises. Voilà. Si tu peux
passer les projets collectifs, effectivement, je vais repasser en vitesse les projets là. L'autoconsommation collective photovoltaïque, le principe, c'est en fait le circuit court d'électricité, de vendre à son voisin le surplus. Je donne un exemple caricatural, c'est un entrepôt qui a une grande toiture qui va vendre à son voisin un supermarché qui est en déficit d'électricité, hein, on va dire, au niveau local. Il pourra pas être autonome en énergie s'il met des ombrières sur son parking. L'intérêt pour l'un et l'autre, c'est de pouvoir négocier de gré à gré et de pouvoir stabiliser le prix sur 20 ans par rapport au prix du réseau où on a des tarifs qui sont encore de 2, 3, 4 ans maximum. Et là, en fait, ça nous permet en fait de d'avoir un effet de levier. On est toujours soucieux de ça. C'est des projets qui sont portés chez nous par des associations de chefs d'entreprise. Nous, on explique le modèle, on leur met en main les dispositifs, notamment Climaction, qui est région Grand Est et ADEME, pour pousser à l'étude, pousser aux travaux. Et on est sur à peu près une centaine d'entreprises engagées. Là, depuis 2 ans, 3 ans qu'on développe la démarche. Ça prend du temps. Chaque projet prend entre 3 et 4 ans avant qu'il y ait des choses qui émergent, mais c'est tout à fait normal parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord et pour qui investit, qui achète, à quel prix, etc. Voilà, donc c'est plus humain que technique, on va dire, comme projet en gestion. Un projet qui est pour moi plus prometteur que l'autoconsommation collective, enfin, en tout cas qui a plus d'impact, c'est la massification de la rénovation du tertiaire. Il y a le contexte du décret tertiaire que je pense que vous avez pas mal en tête, qui oblige les gros propriétaires de bâtiments tertiaires à faire des travaux d'isolation hein, notamment. Et en fait, là, on part sur une zone avec 250 entreprises, qui est une zone des années 70. On a Spi Batignolles, qui est un gros constructeur, qui en fait, lui, se fait l'apôtre du plus de construction neuve. On fait que de la rénovation, notamment aussi dans le cadre du ZAN, zéro artificialisation nette. Et en fait, NBTech, c'est l'assaut de chef d'entreprise. On s'appuie avec le Crédit Agricole en potentiel financeur, parce qu'ils ont les objectifs des financements verts dans la CSRD. Et là, le but du jeu, c'est de construire une offre clé en main avec au niveau technique, Spi Batignolles qui va dire quelles sont les offres, quelles sont les solutions techniques pour réduire votre consommation, donc la partie efficacité énergétique, et derrière de passer en revue toutes les offres BPI France, crédit d'impôt pour la rénovation, de faire vraiment quelque chose qui inclut subventions, travaux, maîtrise d'œuvre, vraiment un package, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, il faut que ça soit simple pour le chef d'entreprise à la fin et qu'en fait à la fin il est option A, je rénove, ça me coûte tant, ça me rapporte tant, mon bien est valorisé à tant. On va aussi inclure des agents immobiliers hein, dans cette opération. Et en B, on va détruire et reconstruire. Ça c'est la position de Vinci aussi par exemple. Voilà, si tu peux passer, Paul. Projets territoriaux, alors on a aussi comme lien, parce que dans notre conseil d'administration, c'est la région, la métropole du Grand Nancy et les collectivités. On fait pas mal de liens, en fait. On est tiers de confiance, on a on a une clause de confidentialité entre les industriels et les collectivités. On fait un peu, voilà, SAS. Entre tout le monde pour essayer de garantir l'intérêt général. Il y a des choses que les industriels nous diront à nous et pas aux collectivités, parce que nous, on n'est pas le rôle de police. Ce que vous voyez la carte là, en orange au nord, c'est le réseau de chaleur de Nancy, c'est à peu près 300 gigawattheures. Et ce que vous voyez, les 4 usines hein, que j'ai fait sur MyMaps assez vite, c'est on a 4 gros sites hein, sur la partie sud 54. Ces 4 sites-là, moi mon rôle, ça a été d'aller voir leur directeur d'usine, de les pousser à étudier leur potentiel de chaleur fatale. Alors, il y en a qui peuvent se dire, bah ils l'ont déjà fait. Bah, en fait, non, parce que ils ont des process qui fonctionnent à plus de 1000 degrés. Hein. On a une aciérie électrique. On a une cimenterie, on a 2 soudières, et en fait, pour eux, de l'eau à 50 degrés, c'est pas de l'énergie, en fait, c'est plus rien, hein, relativement. Alors que de l'eau à 50 degrés, ben, en fait, ça peut faire une très bonne base pour une pompe à chaleur pour alimenter un réseau de chaleur hein, qui a besoin que d'eau à 90 degrés. Donc, en fait, voilà, les lignes que Paul montre, c'est les potentiels réseau de chaleur qu'on pourrait construire. Et là, notre travail à l'agence, c'est de faire une espèce de comité technique, comité de pilotage avec toutes les communes, toutes les communautés de communes, faire que tout le monde aille dans le même sens. Donc, il y a un petit peu de pilotage politique et que techniquement, en fait, on ait les bons outils juridiques et techniques. Donc, on est aidé par la Caisse des dépôts aussi hein, et l'ADEME, hein, qui juridiquement et techniquement tiennent bien la route pour faire en sorte que peut-être que la moitié de Nancy soit chauffée d'ici 10 à 15 ans par de la chaleur fatale. Alors je dis 10 à 15 ans parce que il faut du temps dans ces projets. Si ça peut aller plus vite, je signe tout de suite, mais je suis assez prudent. Voilà. Donc voilà, hein, les 4, c'est Vika, la SAM, Novacarb et Solvay. Alors c'est Humens, mais le site c'est Novacarb. Et donc on a le soutien plein et entier de l'ADEME là-dessus. Voilà. Je peux passer, Paul. Archipel, c'est un projet d'écosystème hydrogène.
On a beaucoup de transporteurs parce qu'on est à la limite entre Paris, l'Allemagne, le Benelux et le sud de la France. Donc, on a un gros axe autoroutier, on a beaucoup de transporteurs et ils ont vraiment pas beaucoup de solutions pour décarboner les transports. Donc, le but du jeu en tant que territoire, c'est de leur offrir des infrastructures de décarbonation, hein. Ça vaut aussi pour les plus gros qu'on a vu avant. Donc, en fait, sur 15 collectivités, notre rôle a été d'assembler un peu tout le monde politiquement pour déjà dire que chacun part pas tout seul dans son coin à faire un électrolyseur, une station de distribution et mettre des poids lourds hydrogène, enfin, en tout cas des bus pardon, bus et ben ordures ménagères. Et donc derrière, on a lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt pour dire voilà, on a tant de kilos d'hydrogène par jour situés là, là, là et là. On veut que ce soit l'hydrogène le plus renouvelable et le plus local possible. Et donc c'est Life et Valeco qui ont été sélectionnés. Et on a eu la bonne nouvelle, on est éligible à l'appel à projet de l'ADEME qu'on a déposé en septembre. Éligible ne veut pas dire lauréat, il y a encore une deuxième phase. Mais sur 49 projets déposés en France, on est dans les 28 finalistes, si on veut bien dire ça. Et donc, il y a toute une phase de négociation pour potentiellement en 2026-2027 avoir le début d'une filière locale d'hydrogène. Voilà. Donc, en fait, on essaie juste modestement d'accélérer les infrastructures renouvelables il y a un vrai enjeu de compétitivité territoriale. Et je vais m'arrêter là-dessus pour laisser place aux questions. Eh bien, merci Loïc. On voit que on est dans les projets concrets, l'énergie, les économies, la finance, en fait, derrière. Des questions? Donc, votre approche, c'est d'aller voir directement les directeurs, les dirigeants d'entreprise, hein. Vous ne passez pas par les réseaux, hein. Encore que. Alors, on va passer par on passe par, j'ai pas cité, mais on passe par le MEDEF, par l'UMM, par pas mal de réseaux avec qui on travaille en bonne intelligence. Je réponds aussi aux questions parce qu'en fait, ils ont des compétences aussi, l'UMM par exemple, niveau juridique, RH, que nous, on n'a pas. On est vraiment complémentaires là-dessus. Alors, la première question sur l'effort en renforcement du réseau pour les solutions d'autoconsommation, réseau de distribution, oui, souvent. En fait, là, c'est Enedis qui nous accompagne et qui pousse dans le sens-là. Et c'est dimensionné à chaque fois sur l'installation photovoltaïque. Donc, c'est pas, comment dire, c'est étudié en amont, ça fait partie des critères discriminants. Mais aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont bloquants. Ça prend du temps, mais c'est pas bloquant en termes de coût. Oui, Enedis est chargé de faire les études et partenaire numéro un, de toute façon. Même Et si. ouais, ils ont des gens, c'est eux qui vont certifier hein, les kilowattheures qui vont transiter entre les gens. Vous l'aurez compris, hein, on passe par le réseau public et c'est juste un modèle contractuel juridique, hein. C'est une production locale qu'on peut s'acheter entre entreprises en fait. Et Oui. la deuxième question sur l'hydrogène, elle serait produite à 40% par un parc photovoltaïque qui serait à construire en raccordement direct sur la même parcelle, donc on fait un gain sur les taxes réseau, et en contrat de gré à gré sur le reste avec de l'éolien. Et comment réappliquer notre expérience? Eh ben, on fait partie du CNER, la Fédération nationale, et on pousse assez fort pour qu'il y ait d'autres agences qui s'emparent de ça. Alors, il y en a certains qui ont une appétence, ils sont généralistes, ils n'ont pas de poste dédié. Là-dessus, oui, on travaille avec l'UM aussi, effectivement, sur certains projets. Mais l'UM, ils sont sur Metz, ils sont, alors c'est frontalier, hein, mais ils sont dans la boucle, mais ils sont pas régis comme ils sont à Metz chez nous. Ils sont énergéticiens comme d'autres en Meurthe et Moselle. Et donc effectivement, sur les agences de développement, il y a l'ADIRA en Alsace. Si on a qui connaît, il y a effectivement un engouement aussi. Alors le CNER, ça s'écrit comme tu l'as dit, hein, Nathalie. Il y a un engouement et en fait avec Paul, on avait identifié, pas encore identifié, mais c'est vrai que ça peut être intéressant peut-être de former des agents de développement économique au niveau national par les shifters parce qu'ils sont très preneurs de ça, ils sont beaucoup sollicités. Les agents de développement économique, ça doit représenter 4000 personnes et c'est enfin, je veux dire, une force de frappe assez intéressante hein, parce qu'on va aussi faire les TPE, PME, on va pas faire que les grands groupes. Donc en termes de force de pénétration aussi en outils territoriaux, c'est assez intéressant. Donc, à voir effectivement comment on fait monter en compétences, mais certaines agences commencent. Alors, Moselle Attractivité, par exemple, m'a déjà sollicité pour l'autoconsommation collective. La DIRA veut ouvrir son propre service transition. Mais voilà, chaque agence sait bien qu'il va y avoir une course au territoire qui s'adapte le plus et qui est le plus attractif. Est-ce que pour aborder un chef d'entreprise, il faut pas commencer à lui dire, on peut vous aider à baisser votre facture d'énergie, quoi, en fait.
Ah bah alors, si tu veux, là-dessus, nous, nos trois approches, enfin, on a deux approches en fait. On a une approche maîtriser votre facture d'énergie. Ça, c'est la partie énergie et qui bascule après sur la décarbonation. Et en deux, sur la partie matière, eau, enfin sur l'eau surtout, c'est la continuité d'activité. C'est-à-dire, si vous économisez pas de l'eau, si vous recyclez pas un maximum, arrêtez préfectoral, vous baissez de 30% votre production, ou alors vous fermez votre activité. On a eu le cas hein, avec des fabricants de canettes de coca sur le territoire. En juillet dernier, on leur a demandé de faire moins 30%, alors que c'est leur gros mois en fait. Et on est financé à 100% par les collectivités. On a une convention avec la région et le reste, c'est les communautés de communes. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on n'est pas une collectivité, on a une association. Donc chaque année, les collectivités décident si oui ou non elles refinancent l'agence. Oui. Et comment tu vois le positionnement des shifters, puisque toi, tu es un professionnel, c'est ton métier. Les shifters, ils peuvent venir comment en complément? Comment tu imagines ça? Alors, je pense que les shifters, il y a pas mal des fois je pense que les shifters, leur force, c'est peut-être le bilan carbone qu'une majorité connaît, parce qu'on parlait avant avec Ludovic hein, de niveau de compétence aussi des gens pour aller voir des chefs d'entreprise. Il y en a pas mal, je pense, chez les shifters qui sont assez familiers avec le bilan carbone. Et il suffit, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de savoir faire un bilan carbone complet pour en parler des chefs d'entreprise. La partie surtout faire prendre conscience que le monde est limité, les ressources sont limitées et qu'on va pas pouvoir continuer à croître comme ça. Nous, on fait pas mal d'interventions dans des réunions collectives du MEDEF ou de l'UMM ou des fédérations professionnelles, des CCI, des CMA. Ils n'ont pas tous des chargés de mission spécialisés, donc ça peut valoir le coup de se renseigner et de pourquoi pas proposer des conférences Teach the Shift, ou enfin voilà, plein de choses hein, différentes. Vous m'excuserez, je connais pas tout le Teach the Shift Project, mais ça peut être vraiment intéressant et je pense qu'il y a une espèce de bataille culturelle à mener auprès des chefs d'entreprise qui, dans l'ensemble de mon expérience, même si j'ai un biais, hein, parce que ceux qui nous voient, c'est que ceux qui veulent nous voir, euh, il y en a beaucoup qui veulent bien faire, mais qui savent pas comment faire. Et le fait que ça soit une association que les Shifters, ça leur pas, enfin, c'est désintéressé et ça peut être un tiers de confiance aussi. En fait, il y en a beaucoup en fait qui ont ce souci-là. Ils ont très peur de se faire avoir, enfin très peur de faire les mauvais choix. Et il y en a certains qui peuvent un peu tétaniser là-dessus. Et pour répondre à la dernière question sur est-ce qu'on est intégré, bien sûr, on est intégré dans les PCAET pour faire venir les entreprises dans les PCAET et ne pas ostraciser, comme j'ai pu le voir parfois. De toute façon, les entreprises, on ne connaît pas leur consommation, donc on ne va pas les mettre dans les PCAET. Chez nous, ça serait fermer quasiment la moitié d'un œil sur ce qui se passe sur le territoire, parce que 40% des consos, c'est eux, quoi. Merci beaucoup. Loïc, je te confirme, le positionnement qu'on a sur le côté, on est d'intérêt général et on n'a rien à vous vendre. C'est vraiment un argument massu pour les entreprises parce que, voilà, ils sont sûrs que Oui, très c'est bien. serein. Alors, d'autres questions ou d'autres témoignages, puisqu'on arrive dans la dernière partie. Et donc, on avait dit aussi qu'on laissait les groupes. Merci beaucoup, hein, Loïc, hein, c'était fort intéressant et bien mené. Alors, il y a peut-être d'autres groupes locaux qui avaient pas l'ambition de faire un exposé d'un quart d'heure, 20 minutes, mais qui pourraient nous dire un peu ce qu'ils font, qui commencent à faire ou qui ont envie d'aborder les choses un peu différemment. Alors là, on est dans les témoignages spontanés. Amandine, tu es toujours là? Voilà, donc est-ce que Oui, je suis là. voilà, est-ce que on avait identifié d'autres GL qui étaient aussi en mesure de nous dire ce qu'ils font autour des entreprises? On avait peut-être, je ne sais plus hein, si on avait d'autres groupes locaux. Vous Pas pouvez réagir. spécifiquement, mais si quelqu'un veut témoigner ou si vous avez des questions pour quel intervenant, n'hésitez pas. On a encore un petit moment avant de finir. Peut-être juste une petite question. Donc, nous, sur le groupe local de Rennes, on a très peu aujourd'hui d'interaction avec les entreprises. On est plus avancé sur les collectivités, par exemple. Est-ce qu'il y a de la demande spontanée qui arrive sur le site, sur les emails, sur les alias, d'entreprises, justement, de taille
petites ou intermédiaires qui veulent rencontrer les shifters et discuter des sujets énergie-climat ou c'est plutôt des démarches. Ce soir, j'ai plutôt entendu des démarches proactives pour aller chercher les entreprises, mais est-ce que ça arrive aussi qu'il y ait vous voyez passer des demandes? Moi, je pense qu'on a des shifters qui travaillent dans les entreprises et qui se disent, mais qu'est-ce que je dis, quelle action je peux avoir? Mais ça rejoint bien l'idée d'être proactif, hein, c'est d'aller voir son patron ou les responsables RSE pour leur dire, mais attendez, il faut faire ça maintenant. Donc, peut-être qu'on a plus de shifters qui nous posent la question que de dirigeants qui viennent nous taper à notre porte. On a un carnet d'adresses qui est gigantesque et en réalité, on le sous-exploite de manière massive. C'est-à-dire que on pourrait rentrer partout. Oui, oui, oui. Partout. Voilà. Mais il faut oser. Puis il faut avoir quelque chose, enfin, il faut avoir un peu, Voilà. Il faut un avoir peu des de choses dans les matière, quelque chose à étagères. proposer. Il Tu as faudrait donné plein qu'on d'idées ce soir, justement. Jusqu'ici, Il faudrait commencer à faire la liste des outils qui sont utilisables et puis bien sûr avoir les supports, un minimum de supports avec chaque outil parce que c'est bien ça, on est comme un service commercial, hein, les groupes locaux, on a des idées à porter, mais avec quel outil on va les porter? Et donc il faut qu'on ait packagé un minimum de choses. On n'a pas besoin d'être prêt. Tu complètes, Laurent, mais on n'a peut-être pas la même réponse. On n'a pas besoin d'être prêt pour aller frapper à la porte en disant moi, je suis chez les shifters, bénévole, on est d'intérêt général, on a plein de contenus qui peuvent vous aider parce que vous êtes en danger. Voilà. Si avec ça, tu as appâté le truc, on arrivera bien à trouver quelqu'un pour faire un Zoom ou un Teams ou un je ne sais pas quoi, pour lui expliquer en long en large quelle est la démarche. On trouvera quelqu'un. Faudra lancer une bouteille à la mer en disant j'ai un contact, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on va y arriver. Il ne faut pas attendre d'être prêt. Il faut y aller. Dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on a? On a juste une porte qui se ferme. Non, Et mais tant ça, qu'on a été correct, c'est intéressant. Il faut c'est bien pas grave. dissocier le discours un petit peu alarmisme qui met en avant les dangers, les risques. Et ça nécessite peut-être quand même une dizaine de slides. Je reste sur ma position pour avoir un discours, même si ça dure 5 minutes dans le bureau du dirigeant. Il nous faudrait les cinq premiers slides. Enfin, c'est ça qu'on n'a pas. Mais on va les construire tous, chacun dans nos gènes. C'est ça que je vois le problème. Il faudrait qu'on essaie de mettre en commun, là. Alors, il y a des mains qui se lèvent. Didier, à toi. Oui, bonjour, merci pour toutes ces présentations. L'approche, je pose la question un peu à tout le monde, mais bon, Ludovic va peut-être s'emparer du sujet aussi. Approcher les COMEX, effectivement, il faut avoir un discours qui est, j'allais dire, au même niveau qu'eux, et c'est pas simple, hein, c'est ce qui va rentrer dans la notion peut-être de certification, parce que sinon on peut cramer aussi l'image des shifters, hein, très rapidement, hein, voilà, donc ça, c'est un peu comme le parcours de conférencier. Mais moi, j'avais pensé à un truc, quand on est dans l'entreprise, il y a plusieurs choses. Effectivement, en tant que salarié, ce qui est mon cas, hein, je suis salarié dans une entreprise, il y a des liens de subordination, il y a plein de choses qui peuvent rendre complexes les présentations. Bon, moi, j'y vais quand même un petit peu, mais je sens des hésitations par exemple, de collègues qui disent oui, il y a des choses à faire, mais j'ose pas trop. Est-ce que les CSE, et moi, j'avais pensé à former carrément les fédérations des syndicats, tous, hein, CGT, UNSA, machin, au niveau départemental, pour leur dire, mais attendez, vous êtes un CSE, vous pouvez poser des questions, vous pouvez analyser un certain nombre de documents, et j'allais dire, ouvrir votre focale sur pas seulement des questions RH, des questions d'emploi, des questions de RTT, des questions de d'augmentation générale, mais bien aussi des questions de durabilité, de viabilité de l'entreprise. Et donc, il faut que vous vous formiez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche d'aller voir finalement les fédérations syndicales? C'est pas dans... Alors, est-ce que c'est dans le scope entreprise? Oui, parce que ce sont des acteurs d'entreprise, bien souvent. Oui, 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 tout à Et fait. ils ont des leviers qui sont très forts. Je vais vous citer un exemple dans mon entreprise. Il est en train de se passer quelque chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de marketing il y a toujours du marketing autour de la RSE, mais il y a de plus en plus de gens qui pointent du doigt à travers les questions CSE parce que c'est anonyme, parce que je ne veux pas lever le doigt. Je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai posé la question. Donc, ils posent les questions via le CSE, via ce qu'on appelle les questions anonymes soumises à la direction chacun, en leur disant: «Mais pourquoi vous avez installé des doubles écrans là?
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Alors que vous dites que vous êtes RSE? C'est un peu idiot, vous allez me dire, dans des entreprises, mais enfin, il y a quand même des relations, il y a parfois dans des entreprises où c'est compliqué de pouvoir s'exprimer dans la relation dans le lien de subordination, hein, ça dépend des cultures d'entreprise, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'approche, Alors, qui sur les répondrait déjà syndicats, en sur cette fait? question de passer par les syndicats? C'est une approche indirecte, hein, c'est sûr. Moi, je pense que il faut pas perdre son temps parce qu'on n'a pas le loisir. Il faut aller tout en haut parce que dès qu'on a des intermédiaires qui sont, on l'espère, des facilitateurs, en fait, rapidement on tourne en rond. Pour approcher les décideurs, je parle du monde de l'entreprise, hein, nous, on s'y est introduit via des clubs d'entreprise qui réunissent 50, 100 entreprises. Sur le lot, à chaque coup, on en a 2, 3, 5 qui sont sensibles à la cause. Et donc, soit ils viennent te voir à la fin et puis tu prends leurs coordonnées et puis ça roule. Soit on récupère le listing. Alors nous, on s'est structuré pour des marchés. Je voulais juste dire à Paul que les pitchs pour faire de la prospection, ils sont disponibles, hein. On avait fait un webinaire sur prospection développement. Je pourrais les remettre à disposition. Il faut avoir du temps, mais c'est pas. Enfin, moi, je ne partirai pas pour répondre à ta question sur une stratégie. On s'adresse à des intermédiaires en espérant qu'on arrive à remonter, machin, etc. Je pense que c'est pas un bon conseil, quoi. Alors moi, je viens pour ce qui me concerne plutôt de la sphère commerciale que de la sphère ingénieur, et c'est peut-être aussi pour ça que je raisonne. Et alors par contre, on forme des shifters localement à la prospection. Très bien. Alors, il y a Philippe qui a posé une question. Si tu veux, je peux compléter par rapport aux syndicats, si Oui, ça vas-y. t'intéresse. Parce que, alors, moi, je suis en train de discuter avec des syndicats de ma boîte. Voilà. Force est de constater qu'ils sont complètement à la ramasse, mais complètement de chez complètement à la ramasse. Qu'ils sont dans leur modèle RTT machin et même la santé, l'attaquer par la sécurité, ça les éveille pas particulièrement. Donc du coup, je suis très voilà, bof bof sur cette proposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, moi, mon biais de confirmation fait que c'est ça. Et il y a un deuxième élément qui m'inquiète par rapport à ça, parce que moi, j'y avais réfléchi, c'est qu'aujourd'hui, la nature du dialogue social en entreprise reste faible et une direction qui se fait dépasser par son propre syndicat, c'est quelque chose qui est potentiellement assez mal perçu et crée potentiellement de la défiance de la part de la direction vis-à-vis des syndicats qui peuvent être en local. Et donc, c'est peut-être pas forcément positif. Donc, s'il y a un très très bon dialogue social, ça peut être super. Mais je pense que c'est le principal risque qu'il faut arriver à identifier. Si le dialogue social est excellent, il faut le faire. S'il est exécrable, c'est peut-être pas le bon levier parce que c'est un coup à avoir une réponse un peu épidermique. Oh, alors, je vous donne la parole à Philippe qui a levé la main. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Bonjour. Moi, c'est Philippe du groupe local Belgique. Donc, j'ai pas de question, mais juste un témoignage sur ce qu'on fait en Belgique, parce que dans le paysage belge, les shifters, on est moins connus qu'en France, donc on a dû faire plus de prospection. Peut-être au départ, sur tout ce qui était conférence, TTS, on partait de ça. On a quand même su compter quelques entreprises au départ, plutôt pour la sensibilisation un peu générale de leurs employés. Et puis, on a eu une expérience assez riche l'année dernière avec un dirigeant d'entreprise qui était convaincu et qui nous a demandé d'aller donner des conférences à l'ensemble de ses ouvriers. Donc, on parle ici de l'entreprise Carmeuse, je sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, c'est un cimentier belge, avec de la chaux. Et donc, ça, c'est quelque chose plutôt par opportunité. On n'est pas encore peut-être au stade de faire suffisamment de prospection. Mais en tout cas, c'était très inspirant
ce soir. Et j'ai bien noté, donc on peut te solliciter. Je serais vraiment très intéressé par échanger sur ces initiatives-là, parce que c'est quelque chose aussi que je pense qu'on doit développer encore plus en Belgique, et là, il faudrait qu'on se maille, parce que les réalités sont peut-être pas tout à fait les mêmes, les cultures sont parfois différentes aussi. Euh, donc, il y aura toujours, quand on passe la frontière, des efforts d'adaptation qui sont pas toujours négligeables. Donc, c'est un peu parfois le pendant d'avoir des présentations, des supports génériques, quoi. Très Mais en bien. tout Donc, cas, le son n'est pas très bon, hein, Philippe. On a compris, je pense, l'essentiel, mais ok. ce serait intéressant de savoir ce que vous faites quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore ou d'autres interventions spontanées pour qu'on fasse la conclusion, Amandine. Donc, on veut annoncer le prochain séminaire, webinaire. Je propose qu'on s'arrête là alors et il y aura peut-être des choses à inventer hein, pour échanger. Je ne sais pas si c'est un cercle thématique ou discuter sur Discord. Il y a peut-être la possibilité d'échanger sans forcément faire des réunions. On peut peut-être échanger déjà nos supports. On va voir, hein, je pense, après. Une dernière question, c'est le dernier mot. Alors, Amandine, je te laisse la parole. On parle des suites. La prochaine, tu l'as déjà dit, mais on peut peut-être le répéter pour ceux qui sont encore là. Ouais, donc le prochain webinaire, ça sera le lundi 11 mars à 20h, à confirmer. Mais normalement, c'est bon. Sur les sujets de com, donc comment communiquer vers l'extérieur en tant que GL, etc. Voilà, si vous avez des super bonnes pratiques à partager dans votre GL, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou par mail. Et voilà, et comme d'habitude, on vous fera suivre les invitations que vous pouvez partager aux personnes, pour le coup, qui s'occupent de la com dans vos GL, etc. Et si vous avez des questions, des propositions pour les webinaires en général, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Très bien. Ben, merci de votre participation. Merci aux intervenants. Donc, on va vous envoyer les slides qui ont été projetés et le lien pour le replay. Et puis après, voilà, on verra comment on peut faire les échanges, mais pour l'instant, on fait déjà ça. Merci à tous, bonsoir. Merci à vous et merci à tous les intervenants et intervenantes. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir.